On commence cette édition avec les interviews de l'IA, avec ceux qui font l'actu dans le domaine de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons Naël Hamameh. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-dirigeant du cours Legendre, une institution historique dans le soutien scolaire, et vous allez nous parler de ce tuteur IA que vous lancez. À côté de vous, Samy Slim, qui est le CIO de Téléhouse France. Bonjour également. Bonjour. Vous annoncez un plan d'investissement d'1 million d'euros pour préparer les data centers au Milliard. nouveau... Pardon? 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. Data center, ça coûte cher maintenant. Mais oui, Pour nous. pour préparer, oui, mais pour préparer les data centers aux nouveaux usages de l'IA. Mais on va commencer avec vous, Jérémy Duris. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO cofondateur d'All-in-One qui développe des solutions d'intelligence artificielle pour le recrutement. Vous avez récemment lancé une IA vocale qui mène des entretiens d'embauche. Déjà, je voulais vous poser votre question sur votre vision de la place de l'IA dans le recrutement. C'est fondamental aujourd'hui, c'est en train de bouleverser complètement les codes du recrutement. Les entreprises massivement, que ce soit les organisations, les entreprises publiques, privées, sont en train de travailler des tests, travailler en R&D pour vraiment intégrer l'IA, parce que je pense qu'aujourd'hui tout le monde a compris que l'IA était une source de production supplémentaire dans l'entreprise et que ça n'allait pas remplacer, comme on pouvait l'entendre au début, l'humain. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans ce monde où il y a une intégration d'IA, en fait, qui se fait via des solutions comme les nôtres Mais il dans faut les trouver justement entreprises. sa juste place, quoi. C'est ça s'intègre dans un process. Et en fait, je crois qu'il y a eu un débat au tout début. J'étais moi-même mal à l'aise de parler uniquement que d'Adèle. Mais Adèle, je c'est le vois nom de votre intelligence exactement. artificielle qui crée des entretiens d'embauche, c'est ça? C'est ça, qui communique avec les candidats à un moment précis dans le process en fait de recrutement de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait l'IA, on la fait pas contacter les candidats comme ça de but en blanc en connectant en fait une IA qui serait en plus pas souveraine directement avec des candidats. Non, ça rentre vraiment dans une logique et en fonction du processus de chaque entreprise, on a une IA qui se déclenche effectivement et qui permet de faire gagner du temps à des RH. Donc c'est une IA, c'est une technologie vocale. C'est une technologie Vous avez vocale. fait le choix de passer par la voix. Alors, on a fait Pourquoi? pas que la voix, c'est-à-dire que le CV, il arrive dans notre machine, il est trié, il est filtré en fait par scoring, et si les conditions sont réunies, si la note est favorable sur le CV, de plus en plus, parce qu'on a beaucoup de candidats aujourd'hui qui font leur CV via l'IA, donc les candidats travaillent de plus en plus leur CV et font en sorte surtout d'avoir des CV plus qualitatifs et qui postulent moins. Donc ça, c'est plutôt une avancée, avec le monde qu'on a connu où on envoyait, Ouais. je sais pas si on est de la même génération, mais on faisait un CV générique et on l'envoyait à tout le monde, Ouais. et on passait notre temps jusqu'à ce qu'on nous appelle. Aujourd'hui, le monde, il a un peu changé. Les plus jeunes, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un CV personnalisé par entreprise pour avoir les conditions et les chances de pouvoir être rappelés. Donc, dans ce contexte-là, les entreprises, elles ont compris qu'il fallait qu'elles se staffent, fallait qu'elles organisent, en fait, leur fonctionnement. Donc, notre IA vocale, elle se déclenche qu'au moment où le CV, il a les conditions, finalement, de correspondance avec l'offre. Donc, très naturellement, vous êtes C'est candidat. pas anodin que ce soit une IA vocale parce que ça veut dire qu'elle se substitue là pour le coup à un entretien qu'on pourrait avoir au téléphone déjà. Alors, Premier contact avec l'entreprise. vous avez raison de poser la question. 80% des CV sont jamais lus et ouverts aujourd'hui dans les entreprises. C'est un énorme problème. Donc du coup, avant l'IA, on n'avait aucun moyen d'y répondre. D'ailleurs, il y avait personne pour venir le dire en interview ou quoi que ce soit, parce que c'était un vrai problème, un vrai sujet. Ne pas dire aux candidats qu'on est capable de leur répondre, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, avec l'IA, c'est possible. Donc les entreprises sont massivement en train de s'y intéresser pour pouvoir faire en sorte, déjà dans un premier temps, de répondre, donc de soigner leur marque employeur, de faire en sorte de pouvoir parler aux candidats. Et donc l'IA vocale, elle s'inscrit en fait dans ce moment charnière en fait pour les entreprises. C'est quoi une bonne préqualification par intelligence artificielle? Alors c'est très basique. Si vous essayez, en fait, on a une démo possible en fait sur notre site, sur All-in-One. L'IA en fait va préqualifier, va vous poser des questions qui sont pas forcément indiquées dans votre CV. Le permis B, le rayon de votre recherche, de localisation de votre recherche. Est-ce que finalement vous avez postulé sur ce poste, mais que d'autres typologies de postes peuvent vous intéresser dans l'entreprise? On reste vraiment sur des questions basiques qui peuvent être posées par un RH de base. Mais aujourd'hui, C'est pour vérifier aussi ce qu'il y a dans le CV? c'est ça. En fait, ça permet Test vraiment. vérité, c'est ça? Ça permet de filtrer une fois de plus. C'est le gros taf, c'est le gros job en fait des entreprises aujourd'hui ou des organisations d'avoir des agents de recherche pour contacter en fait les CV et s'assurer que les gens qu'on va recevoir en entretien correspondent à l'offre sur laquelle ils ont postulé. Et donc du coup, l'IA en fait, elle simplifie leur process à ce niveau-là. D'accord. Et alors, quelle est l'expérience du candidat? Parce que je comprends bien l'intérêt pour le RH, mais le candidat, lui, vit ça comment?
Alors, le candidat, d'après nos retours, on parlait des femmes tout à l'heure, par exemple, dans l'entreprise. Les femmes, par exemple, qui sont mamans solo, là, par exemple, c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte, en fait, tout dernièrement. Eh bien, elles prennent des rendez-vous plutôt le soir, après avoir couché les enfants, etc. Alors qu'avant, c'était peut-être un problème pour elles, finalement, d'organiser leur vie en prenant des rendez-vous. Et donc, finalement, peut-être qu'elles n'arrivaient pas à changer de travail suffisamment facilement. Aujourd'hui, avec ce type de technologie, on peut rencontrer l'entreprise, on peut commencer un entretien à 12h30, après que les enfants soient couchés, parce que c'est peut-être à ce moment-là où on a plus le temps de le faire. C'est pas excluant ça, si on voit que finalement on a passé son entretien d'embauche à minuit? Non, pas du tout. C'est un sujet qui fait que la personne, là où elle a le plus de temps, là où elle est le plus confortable, ce qu'on se rend compte, c'est vraiment que les gens apprécient ce format. C'était un doute au début qu'on avait, évidemment. Ils apprécient ce format parce qu'ils entrent en fait en connexion avec l'entreprise pour la première fois. Et que souvent, dans l'IA vocale, l'entreprise va commencer à indiquer des consignes, des intégrations de leur ADN, de leur marque employeur. Donc du coup, c'est une première rencontre. Et qui fait peut-être un peu moins peur, c'est ça? Ouais, c'est ce qui pouvait manquer. Moi, je crois beaucoup en fait à ce système parce que c'est quelque chose qui, je pense, pouvait manquer en fait dans la relation du candidat et de l'entreprise. Ça fait moins peur, ça permet de se poser. Si on met un temps pour répondre, finalement, c'est pas grave, c'est un robot. Enfin, il y a vraiment cette détente en fait côté candidat. Puis les candidats, ils font leur CV, comme je disais, par l'IA aujourd'hui. Donc, du coup, ils ont bien compris que si c'était un avantage pour eux, de l'autre côté, il est logique que on ait des entreprises qui intègrent l'IA également. Alors, qu'en pensez-vous, Naël, Samy? Moi, je suis fasciné par cette logique de IA contre IA, finalement, le candidat et l'employeur. Mais ça prouve effectivement le monde dans lequel on est plongé. Je pense que ce genre d'initiative prépare la société à ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est effectivement des personnes et des organisations augmentées par l'IA. Et donc, finalement, on va combler des pertes d'efficacité ou des situations particulières, comme les mamans solo ou autres, grâce à ce genre d'intelligence. Moi, je trouve que c'est fascinant de personnalisation au niveau de la société. Naël, qu'en pensez-vous? Moi, ce que je trouve peut-être intéressant, c'est d'enlever le biais humain. Est-ce que finalement l'IA va avoir un biais sur le nom de famille, sur un accent, sur des choses comme ça? Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est finalement revenir à quelque chose d'un peu plus objectif sur les compétences, sur le fond des réponses, et d'oublier peut-être parfois un biais négatif que tu pourrais avoir des recruteurs humains. La question que je me pose ensuite, c'est: est-ce que déjà les candidats savent avant que c'est une IA qui leur parle? Oui, alors bien sûr, ils prennent rendez-vous, s'ils sont dans les conditions, ils prennent rendez-vous directement sur l'agenda en fait, qu'on leur soumet dans l'outil. Et avec cet agenda, ils peuvent directement choisir en fait le créneau. Donc ils savent qu'ils ont affaire à une IA. Ils savent qu'ils ont affaire à une IA, ils savent quel est le nom de l'entreprise, etc. Dans les IA, Bien sûr. Il y a les biais humains, mais les IA sont faits par des humains. Justement, l'outil, lui, il est programmé pour ne pas intégrer de biais, dans le sens où le recruteur a suffisamment de biais, comme tu le disais, pour ne pas en rajouter finalement. L'idée, c'est vraiment... c'est paradoxal, parce que le robot, finalement, il est dans un moment où... parce qu'il a des conditions de questionnement très robotiques, eh bien, il va ne pas rentrer dans cette logique de biais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'émotion. Et en Europe, je pense qu'on fait le bon choix. Le choix de finalement extraire les émotions, ce qui n'est pas le cas, par exemple, aux États-Unis, Après, il y a un moment dans la logique. Il faut le vivre entre humains, cette expérience. Et c'est pour ça. Merci. Alors, on passe à Samy Slim, donc CEO de Téléas France, qui annonce un plan d'investissement, on m'a dit, d'1 milliard d'euros dédié à l'intelligence artificielle. C'est pour préparer vos infrastructures, les data centers, aux nouveaux usages de l'IA. Mais comment ils doivent se transformer, ces data centers? Qu'est-ce que ça veut dire, se préparer à l'IA? Alors, l'IA, au niveau du data center, c'est un changement technologique fondamental, parce que les puces électroniques deviennent très émettrices de chaleur sur une surface très réduite. Oui. Donc les fameux NVIDIA vont dégager 100 fois, 1000 fois les GPU plus de chaleur sur des surfaces 10 fois plus petites. Et ça nous appelle à repenser le paradigme de refroidissement du data center. Telehouse, c'est la plus ancienne maison de data center au monde, donc on a créé ce métier dans les années 80. Et à l'époque, le refroidissement se faisait par air. C'est-à-dire que l'air suffisait à extraire les calories de n'importe quel matériel informatique, serveur, routeur, switch ou autre, et ça suffisait finalement à construire l'informatique dans laquelle nous avons vécu jusque maintenant.
Avec l'arrivée des GPU, de manière générale des puces micro-gravées au nanomètre, on se rend compte que l'air n'est plus un vecteur suffisant pour extraire les calories. Donc il faut un autre véhicule qui extrait ces calories-là, et c'est souvent du liquide. Ouais, de l'eau. De l'eau. Alors c'est de l'eau en boucle fermée, attention, c'est pas de l'eau qui est... Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour du data center qui consomment de l'eau. Alors les technologies modernes... Qui consomment et qui rejettent de l'eau aussi. Ou qui rejettent de l'eau. Chez Telehouse, on fait le choix de technologies qui sont en boucle fermée, de manière à ce qu'un data center comme celui qu'on construit actuellement dans les Yvelines, qui est dans son plan d'investissement d'1 milliard et qui fait 66 000 m², tout le data center consomme moins que 5 Français au niveau annuel. Donc il y a aussi une rationalisation au niveau technologique qui permet de sortir de ces fantasmes-là, qui, bien qu'on ait besoin de l'eau, parce que c'est le seul véhicule calorifique qui permet finalement de refroidir efficacement une puce NVIDIA ou autre, ça reste quand même un choix soutenable pour que des technologies qui transforment la société telle que celle qu'on vient d'écouter peut se déployer quand même, qu'elle puisse finalement advenir. Ça, vous le faites donc en région parisienne, parce que jusqu'ici, on entendait des data centers plutôt posés près de sources d'eau, justement. La mer, les fleuves. Ça, c'est une excellente question, parce que les data centers, c'est une logistique. C'est un peu comme la logistique de la nourriture. Vous avez un endroit pour produire, un endroit pour stocker et un endroit pour écouler la marchandise. Les data centers, c'est exactement pareil. L'IA aussi, c'est pareil. Donc, il y a des endroits pour entraîner des modèles, il y a des endroits pour les fine-tuner, c'est-à-dire les personnaliser à un usage spécifique, et il y a d'autres endroits pour ce qu'on appelle l'inférence, c'est-à-dire la capacité des utilisateurs à contacter l'IA et interagir avec elle. Et chacune a sa propre géographie. Donc, Telehouse se spécialise dans les data centers d'inférence qui sont très souvent au plus proche de la ville. Oui. Pourquoi ? Parce que les usages... Au plus proche de l'usage, du client, en fait. Il veut à la milliseconde. Et ça, on n'a pas le temps de faire le tour de la planète pour aller chercher le modèle et revenir. Donc, il faut qu'on soit au plus proche des villes. Donc, aujourd'hui, notre plan d'investissement intègre l'Île-de-France et la région PACA, parce qu'il se trouve que la France est stratégiquement située d'un point de vue géographique pour les fibres. C'est-à-dire qu'il y a des fibres optiques qui viennent en câble sous-marin jusqu'à Marseille. Ça remonte à la vallée du Rhône, ça arrive à Paris. Et ça permet de desservir... Il y a aussi qui arrive sur les côtes atlantiques. Également... Pour les câbles transatlantiques, effectivement. Et puis, depuis Paris, on est à 10 millisecondes de Francfort, 10 millisecondes de Londres, 10 millisecondes d'Amsterdam. Donc, on peut desservir, finalement, la partie européenne la plus peuplée depuis Paris, en ramenant une forme de jonction avec l'hémisphère sud via Marseille. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une géographie des data centers qui impose des choix. Et vous travaillez à l'interconnexion de vos data centers sur le territoire ? Tous nos data centers au niveau mondial sont interconnectés. On est présent dans 64 pays dans le monde. Ils sont tous interconnectés de manière à ce que nos clients puissent avoir ce qu'on appelle des availability zones, c'est-à-dire des zones de calcul complètement interconnectées, mais aussi c'est-à-dire de pouvoir utiliser une puissance de calcul qui ne serait pas dans le data center à côté de mon entreprise. Absolument. Si l'usage de l'IA qui vient d'être décrite demain est exporté dans un autre pays qui veut avoir sa propre souveraineté, qui veut avoir une emprise juridique locale sur ces données, nous allons pouvoir proposer à ces clients-là l'installation de leurs données au niveau local. Donc la localisation des données également est un enjeu qui fait qu'on doit aménager le territoire en cette fonction également. Bon, bah, ça donne cher, hein, c'est très concret quand même l'intelligence artificielle, hein, ça passe aussi par du stockage, par de l'hébergement du data center. Naël Hamameh, vous allez nous parler, vous êtes donc le co-dirigeant du cours Légende, vous allez nous parler de soutien scolaire et de comment l'intelligence artificielle s'invite là-dedans, parce que vous lancez un tuteur IA qui va s'adresser là spécifiquement aux lycéens. Aux lycéens. Pour les aider à faire leurs devoirs ? Tout à fait. D'accord. Et pourquoi que les lycéens ? Alors, pourquoi que les lycéens ? C'est parce que chez Tour Legendre, on pense que l'accès aux écrans, l'accès à l'IA doit arriver à un certain âge, que primaire, évidemment, et collège, c'est encore un peu tôt. Donc, c'est surtout pour parce que Cours Legendre, il faut quand même dire, c'est depuis la petite école, depuis la maternelle. Hein, depuis la maternelle jusqu'à la terminale. Ouais. Alors, juste peut-être pour comprendre comment on en est arrivé là, c'est que Cours Legendre existe depuis 70 ans. Ouais. Et c'est le plus ancien acteur historique du soutien scolaire. Et on l'a repris il y a 3 ans avec mon associé Jean Delaporte. Okay. Et il y a 3 ans, en fait, on ne parlait pas encore d'IA parce qu'il fallait déjà passer du Minitel au web.
C'était la société qui était parmi les dernières de la classe en termes de digitalisation. Donc il y a une première phase qui était déjà de digitaliser l'entreprise et de revenir, je dirais, juste à un sujet d'aller sur le cloud, de passer à la signature électronique et des sujets, je dirais, assez classiques de digitalisation. Et puis finalement, quand on est repassé parmi les premiers de la classe, on s'est dit que ce serait bien de prendre de l'avance et s'est posé les questions de l'IA. Alors, la question de l'IA dans le soutien scolaire, elle peut être avoir comme utilisateur les enseignants, avoir comme utilisateur les élèves ou avoir comme utilisateur nous en interne pour augmenter la productivité et l'efficacité de notre travail. Ouais. Donc si on parle des élèves, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, nos élèves, ils ont 1 heure, 2 heures de cours par semaine avec un professeur particulier. Ça, on ne le changera pas et ça, même dans 10 ans, dans 20 ans, ça sera, je dirais, le facteur clé de succès pour emmener un élève à la réussite scolaire. C'est un humain. Mais ce qui se passe, c'est qu'un lycéen, notamment, entre 2 cours particuliers, entre Tout le monde n'a pas accès à un cours particulier non plus en France. Hein. Vous avez raison. Il y a quand même de plus en plus... Il y a du soutien scolaire collectif aussi. On en propose également, effectivement, pendant les vacances scolaires. Ce qu'on a remarqué, c'est que nos élèves, entre 2 cours, utilisaient finalement l'intelligence artificielle. Mais ça ne nous convenait pas pour 2 raisons. Le contenu et la méthode. Le contenu, c'est qu'ils utilisent des IA, des chatbots de la Silicon Valley, mais qui pouvaient dire finalement n'importe quoi. Donc il fallait leur proposer une IA qui surveille la ressource pédagogique. Est-ce que derrière, elle ne dit pas de bêtises? Et la méthode de réponse, en fait, il ne faut pas leur donner la réponse. Il faut les questionner, les emmener jusqu'à mieux apprendre leur cours, mieux résoudre l'exercice. C'est très fatigant déjà quand on doit faire ses devoirs et qu'en plus on nous repose des questions. En tout cas, c'est ce qui fonctionne. Donc, quitte à utiliser l'IA... C'est une attente, ça, aujourd'hui, des familles, d'avoir vraiment des aides via l'intelligence artificielle? Et plus de 80% des lycéens s'en servent hebdomadairement. Donc, clairement, les élèves s'en servent. C'est un fait. Donc, quitte à ce qu'on s'en serve, autant qu'ils se servent d'une IA où on contrôle le contenu pédagogique, où on contrôle la technologie et on sait ce qui se passe. Donc, entre 2 cours avec un professeur humain, ils ont accès à cette étape pour les lycéens qui leur permet de les accompagner pour résoudre les exercices. Ils peuvent prendre en photo leurs cours, ça les aide à faire des fiches synthétiques, un ensemble de choses pour les accompagner. Et c'est très important, en complément d'un accompagnement avec un humain. L'IA, de notre point de vue, ne va pas remplacer le professeur. L'application n'est pas disponible toute seule? Ce tuteur IA, je ne peux pas le télécharger uniquement si vous êtes client de Cours Legendre. En revanche, avant même qu'on lance notre tutorat, il y avait évidemment des pure players qui ont des tuteurs IA. Sûr. On pense parce que c'est un marché en pleine explosion, ça. En pleine explosion. Tout ce qui est éducatif. Bien sûr. En fait, vous avez les acteurs historiques comme nous et les autres qui proposions que des cours particuliers avec un humain. Vous aviez les pure players qui ont été lancés ces derniers mois, ces dernières années, qui proposent uniquement un tuteur IA. Et ce que propose Cours Legendre, c'est juste de se dire que les 2 sont complémentaires. Et donc, il faut à la fois être accompagné par un professeur et à la fois, entre 2 cours, se faire aider par une tuteur IA. Ça marche sur toutes les matières? Ça marche sur toutes les matières, toutes les spécialités. D'accord, mais parce qu'il y a déjà préchargé en fait des manuels scolaires. Exactement. Donc, on connaît le programme scolaire, il y a des bulletins officiels. Et puis, Cours Legendre, avec 70 ans, a énormément de ressources pédagogiques faites par des professeurs et avec une méthodologie de pédagogie qui servent justement, on n'a pas inventé un LLM, on s'est servi des LLM qui existent sur le marché, mais par contre, c'est nourri par nos contenus pédagogiques. Ça fait encore des choses à faire tourner, ça. Hein. C'est encore du calcul pour vos data centers. Et il y en a de plus en plus. Et en fait, on se rend compte que notre milliard, bien que moi, comme vous, j'arrive plus à mettre les zéros au bon endroit, en fait, il va rapidement être... C'est rare quand on parle en milliards en France, hein, vous savez. Mais vous savez que 30% de la croissance américaine est soutenue juste par les milliards du data center. On parle de l'économie américaine la plus grande au monde. Donc les niveaux d'investissement qui vont être nécessaires pour que ces usages-là deviennent démocratiques, pour que tout le monde y ait accès à des prix compétitifs, sont colossaux. Et réaction, souverain. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on n'en parle que dernièrement, finalement, mais c'est une question que nous avons énormément, et d'autant plus ces derniers jours, moi je travaille avec des grands groupes, des grandes entreprises, des grandes organisations publiques et privées. Ils parlent énormément de souveraineté. Ah, ça, c'est clé. On en parle, mais bon, il y a encore du chemin à faire. Merci beaucoup à tous les 3. Naël Hamameh, je rappelle que vous êtes le co-dirigeant de Cours Legendre, Jérémy Duris, CEO et cofondateur d'All-in-One, et Samy Slim, CEO de Téléhouse France. Je vous invite à écouter la suite, puisque je vais recevoir une jeune pousse très prometteuse qui va nous aider, qui va aider nos enfants
à mieux comprendre la finance.